Bonjour à tous. Donc, nous sommes à la séance du 2 février 2021, première partie. Je voudrais commencer très brièvement par un petit bulletin de santé parce que je me suis laissé dire que certains m'avaient trouvé durant ces séances une petite mine. Alors, je veux vous rassurer parce que je pense que c'est imputable et exclusivement, parce que j'ai le sentiment d'aller assez bien, euh, à, à la qualité de la prise de vue. La caméra de mon appareil est vraiment de qualité tout à fait rudimentaire. Il y a la lumière aussi. Alors j'ai essayé d'améliorer un peu, mais ça ne donne pas des résultats très satisfaisants. Par ailleurs, je ne sais toujours pas comment éliminer cette espèce de reflet bleu qu'il y a sur mes lunettes et qui m'embête quand je repasse un petit coup d'œil sur les séances passées. Bon, si quelqu'un a un truc, je pense que c'est l'écran qui se reflète dedans. Et je crois qu'on n'y peut pas grand-chose. Bien, je passe aux choses sérieuses et à ce que j'avais annoncé à la suite des réflexions précédentes sur la notion d'apparence, dont je répète qu'elle termine la troisième partie de ce cours par une espèce de prolongement, de digression de nature pédagogique, de nature didactique sur la façon d'enseigner le système de Copernic. Et j'avais annoncé ce programme, enfin ce titre peut-être un peu paradoxal d'ailleurs, un peu surprenant. euh, J'affirme, et ce sera le titre donc de ce paragraphe 3.5.2, j'affirme qu'on ne perçoit en réalité jamais rien d'autre que des apparences. Parce que si nous revenons sur l'intervention intempestive de ce mioche dont parlait Alain dans la leçon d'astronomie de l'instituteur, eh bien, si l'on revient sur cette intervention, qu'est-ce qu'elle signifie et comment faut-il la comprendre? Alain restitue la logique sous-jacente à cette intervention, même si bien sûr l'enfant qui lève le doigt pour dire à l'instituteur « je sais bien parce que mon père me l'a dit que ce n'est pas le soleil qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest, mais que c'est la Terre qui tourne », eh bien, même si l'enfant n'a pas conscience de la logique qui sous-tend son discours, il se passe ceci que l'esprit mal instruit, l'esprit trop vite et trop tôt instruit de cet enfant saute à pieds joints par-dessus justement les apparences. C'est-à-dire par-dessus ce qu'il verrait si il consentait, ou plutôt si on avait pris la peine, avant de l'instruire du système de Copernic, si l'on avait pris la peine de simplement montrer à cet enfant le spectacle qui s'offre à lui lorsque il ouvre les yeux vers le ciel, lorsqu'il regarde le ciel diurne d'ailleurs d'abord, puis le ciel nocturne avec son spectacle. Cet enfant, on lui a fait court-circuiter les apparences. Il a chanté, si vous voulez, les apparences pour aller tout droit, directement, au contenu de la science. Mais un contenu dont on ne l'a pas véritablement instruit, instruire signifiant construire, mettre en ordre. Souvenez-vous de ce que veut dire instruire un dossier judiciaire, par exemple. Non, un savoir dont on ne l'a pas vraiment instruit, mais qu'on a, pour ainsi dire, déversé dans son crâne comme on déverse le contenu d'un récipient plein dans un récipient vide. Et on l'a fait avec la meilleure intention du monde, avec l'espoir que, muni de ce bagage scientifique, l'enfant, muni de ce schéma géométrique abstrait que constitue la figure copernicienne du système solaire, eh bien, on l'a instruit de cette manière avec l'espoir que cet enfant pourrait s'élever, se hisser à une espèce de point de vue absolu, de point de vue de l'absolu. C'est-à-dire que on imagine, en versant dans son crâne la connaissance du système copernicien, le rendre capable d'emblée de surplomber tout le paysage astronomique et de contempler, pour ainsi dire, la vérité elle-même. C'est-à-dire, comme le dit Alain en utilisant cette expression, on s'imagine qu'on va rendre l'enfant capable de contempler l'ordre copernicien tel qu'on le verrait d'une étoile. Tel qu'on le verrait d'une étoile, cela veut dire tel qu'on le verrait
d'un point extrêmement éloigné du système solaire lui-même. Il faut se rappeler que, et Alain le sait, il faut se rappeler que ce système solaire qui mesure des centaines de millions de kilomètres, des centaines de millions de kilomètres. Ce système solaire, imaginez qu'on le ramène aux dimensions d'un terrain de football. Voilà, ce système solaire, il mesure 150 millions de kilomètres, c'est la distance de la Terre au Soleil. Mais la distance du Soleil à la planète un peu lointaine est considérablement plus élevée, ça se chiffre en centaines de millions de kilomètres. On ramène ça dans les dimensions d'un terrain de football. Eh bien, l'étoile la plus proche de toutes les étoiles que nous voyons dans le ciel, qui est l'étoile Alpha du Centaure, elle se trouve à cette échelle à 430 km de nous. 430 km. Ça veut dire qu'en effet, si vous vous placiez sur cette étoile, bon, évidemment, vous ne verriez plus rien du tout du système solaire, elle serait beaucoup trop loin, mais imaginons nous placer à une étoile très distante du système solaire, nous voyons le système solaire d'en haut, en perspective cavalière, si vous voulez, et nous avons une espèce de point de vue absolu sur la vérité elle-même, telle que la science copernicienne l'a découverte. Eh bien ça, dit Alain, ça ne peut précisément pas marcher. Parce que, dit Alain, on ne gagnerait rien à contempler, je le cite, cet ordre copernicien tel qu'on le verrait d'une étoile. Et ailleurs, dans un autre propos du 24 février 1922, Alain écrit ceci. On dit quelquefois que Copernic a vu les choses du Soleil, depuis le Soleil, abandonnant par la pensée cette petite terre où l'observation est trompeuse. C'est parler trop vite. Un spectateur placé sur le Soleil verrait d'autres apparences, mais ce seraient toujours des apparences. Et en effet, il suffit de réfléchir un instant à ce que signifie le verbe voir et de réfléchir à ce fait que c'est toujours quelqu'un qui voit, que c'est toujours un œil qui voit, et que ce quelqu'un, cet œil, voit toujours ce qu'il voit de quelque part, depuis l'endroit où il le voit. Et il suffit d'avoir réfléchi à cela pour comprendre que nul jamais ne peut, n'a pu, ni ne pourra voir quelque objet qu'il considère, jamais il n'est possible de voir autre chose qu'une certaine apparence de l'objet en question. Il est inconcevable que les objets constituant la réalité extérieure nous soient donnés, et là c'est Husserl qui le dit de cette manière, il est inconcevable que ces objets qui sont hors de nous, qui sont dans le monde autour de nous, il est inconcevable qu'aucun de ces objets nous apparaissent, dit Husserl, je le cite, d'une manière autre qu'unilatérale. Unilatérale, étymologiquement d'un seul côté, plus précisément, du seul point de vue, qui est celui d'où l'objet est regardé par celui qui le regarde. Cet aspect unilatéral, cette figure unilatérale sous laquelle notre point de vue nous permet d'appréhender l'objet, Husserl lui donne un nom. Il dit silhouette. Voilà. Un objet ne nous apparaît jamais que sous l'espèce de la pluralité des silhouettes que détermine le point de vue que nous avons sur lui du fait de la position que nous occupons par rapport à lui. Silhouette, au pluriel, c'est ce qui va s'écrire en allemand Abschattungen. Abschattungen, ça s'écrit A, majuscule puisque c'est un nom, B-S-C-H-A, 2-T, U-N-G-E-N. Abschattungen, ce sont les silhouettes. On traduit aussi quelquefois par esquisse. Pourquoi peut-on traduire légitimement ce terme par esquisse? Parce que chacun des points de vue que je prends sur un objet, à partir de chacun des endroits d'où je le vois, eh bien, chacune des apparitions de ces objets, chacune des apparences successives de cet objet, va constituer comme une première approche, comme un premier croquis approximatif, une esquisse du portrait achevé de l'objet
que j'obtiendrai en multipliant les silhouettes, en ajoutant les silhouettes, les esquisses les unes aux autres. Réfléchissez à ceci, par exemple, que si vous tenez entre vos mains un cube, par exemple, vous tenez un cube, eh bien, jamais de votre vie, vous ne verrez ce cube comme cube. Jamais vous ne le verrez comme cube. Pourquoi? Parce que la définition d'un cube, c'est d'avoir 6 faces carrées. Or, il est impossible de voir jamais les 6 faces d'un cube en même temps. Si vous regardez un cube, sous un certain angle, vous verrez tout simplement seulement un carré. Si vous le regardez sous un autre angle, vous verrez un autre carré. Et si vous le regardez sous un angle, par exemple, tel que votre regard aille directement vers une arête du cube, vous allez voir, eh bien, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir 2 parallélogrammes. C'est tout ce que vous allez voir. Vous allez voir des rectangles, vous allez voir différentes figures, vous allez voir différents aspects du cube, jamais le cube lui-même. Et pourtant, vous allez dire, je vois un cube. Vous allez dire, je vois un cube parce que la perception opère, et cela se passe à un niveau très profond des opérations cérébrales, la perception opère une reconstruction du cube à partir des différentes facettes, à partir des différentes silhouettes, à partir des différentes esquisses qui vous sont données de ce cube. Ce que veut dire que les apparences sous lesquelles un objet se donne actuellement, c'est-à-dire effectivement, dans sa présence même, dans un acte de perception particulier, les apparences sous lesquelles se donne un objet, ce sont des apparences à partir desquelles, en les parcourant successivement, je dois construire la réalité de cet objet, la réalité objective de l'objet. Ce qu'on pourrait appeler le point de vue de nulle part, le point de vue idéal auquel est supposé pouvoir se placer cet enfant à qui l'on a appris le système abstrait de Copernic. Le point de vue de nulle part, ce point de vue de l'absolu, eh bien, c'est une contradiction dans les termes. Point de vue de nulle part, c'est une contradiction en soi. Point de vue de l'absolu, c'est aussi une contradiction en soi, puisque l'absolu est, par définition, ce qui n'est relatif à rien, tandis que le point de vue est, par définition lui aussi, ce qui est toujours relatif à quoi? Au point à partir duquel on voit. C'est pourquoi le point de vue de nulle part, qui est le titre qu'avait donné un philosophe américain, Thomas Nagel, qui est d'ailleurs toujours vivant, un philosophe contemporain, a intitulé un livre « Le point de vue de nulle part ». Et il s'interroge en effet sur la possibilité d'espérer pour l'esprit humain parvenir à un point de vue qui serait le point de vue absolu, d'où la vérité serait par lui vue et contemplée. Qu'est-ce que c'est que ce point de vue de nulle part? Il a bien une certaine réalité. C'est la réalité que constitue l'idéal que poursuit la science, l'horizon vers lequel la science se dirige. Mais ce point de vue de nulle part ne peut jamais être effectivement le point de vue qu'actuellement vous avez sur quoi que ce soit. Pour déplacer un peu le problème et le situer sur le plan non plus de la connaissance, sur le plan épistémique, mais sur le plan de la morale. Au fond, l'une des exigences devant lesquelles nous place la morale, devant lesquelles nous place la décision morale, le choix moral et donc l'action morale, l'une de ces exigences est de faire en sorte de parvenir à se poser un problème moral, à l'envisager, à y réfléchir et à le traiter, en laissant autant que possible derrière soi, de côté, si vous préférez, la perspective, le point de vue qui est le sien. Je ne suis pas supposé décider de ce qui est bon, de ce qui est bien, de ce qui est juste, à partir, par exemple, de mes intérêts à moi. Je ne suis pas supposé en décider non plus à partir de la conscience particulière, la conscience morale particulière qu'a façonné, par exemple, mon éducation, mon milieu, les circonstances dans lesquelles je vis, mon appartenance sociale,
ma nationalité. Je suis supposé faire un effort qui vise à m'élever au-dessus de tous ces points de vue particuliers, au-dessus de toutes ces manières relatives de me situer par rapport à la décision morale que j'ai à prendre, pour m'élever à cette espèce de point de vue absolu auquel je ne parviens jamais, mais qui doit constituer la visée. C'est ce que voulait dire Einstein quand il disait que la vraie valeur d'un homme se mesure à sa capacité à se libérer du moi. On ne se libère jamais de soi, on ne sort jamais de soi, chacun reste toujours celui ou celle qu'il est, naturellement. Mais la valeur d'un homme se mesure à sa capacité à se libérer du moi, Einstein voulait dire à effectuer ce mouvement, à réaliser cet effort de sortie de soi, aussi bien sur le plan de la connaissance qu'aussi bien sur le plan de la morale. Par exemple, la question de nos obligations envers les animaux. Question, vous savez à quel point aujourd'hui elle est au-devant de l'actualité des problèmes moraux. La question de savoir comment nous devons nous conduire vis-à-vis des animaux, c'est une question qui suppose que nous soyons jusqu'à un certain point capables de nous placer au point de vue de l'animal. Et c'est pour ça que nous avons besoin, pour décider de la question morale, de la façon dont nous devons nous situer par rapport aux animaux, nous conduire vis-à-vis d'eux, nous avons besoin de bien d'autres choses et de bien plus que la sensibilité, l'affectivité qui nous fait éventuellement, compatir avec les animaux. Nous avons besoin de connaissances scientifiques sur ce que cela signifie pour un animal être au monde, ce que cela signifie pour l'animal avoir rapport avec, par exemple, les choses autour de lui, les êtres vivants autour de lui, à la souffrance et à sa propre souffrance, par exemple. Je ferme cette parenthèse sur cette notion de point de vue de nulle part. La science a bien pour idéal de parvenir à ce point de vue, mais elle peut multiplier autant qu'elle voudra les points de vue sur les apparences, elle peut perfectionner autant qu'elle voudra les appareils, par exemple, à l'aide desquels elle essaie de transpercer les apparences, d'aller au-delà des apparences vers la réalité, elle ne verra jamais que des apparences. Et comme le dit encore Alain, il n'y a point au monde de lunettes ni d'observatoires, il faudrait ajouter de télescopes, de microscopes ou de quelque appareil d'observation que l'on peut imaginer. Il n'y a point au monde de lunettes ni d'observatoires où l'on voit autre chose que des apparences. Et il faut ici démystifier le rôle des instruments. Ça ne veut pas dire que les instruments soient inutiles. Il est évident qu'on ne fait pas de sciences astronomiques sans lunettes et télescopes, qu'on ne fait pas de sciences astronomiques sans radiotélescope aujourd'hui, pour une grande part. On ne fait pas de biologie sans microscope, et en particulier sans microscope électronique aujourd'hui. Donc, il ne s'agit aucunement de dévaluer, de dévaloriser, de minimiser le rôle, l'importance cruciale des instruments dans la recherche scientifique. Simplement, il faut savoir, et un scientifique le sait, que dans le télescope, dans la lunette, dans le microscope, on ne voit jamais que d'autres apparences. Et non seulement aucun de ces appareils ne nous permet de traverser les apparences pour aller directement à la réalité, mais il faut bien concevoir que lorsque vous mettez, comme on dit par exemple, un organisme unicellulaire, un micro-organisme sous le microscope, vous avez entre l'organisme et vous le microscope, c'est-à-dire que vous interposez précisément une couche supplémentaire. Cette couche, elle va fonctionner à la fois comme moyen de surmonter la difficulté créée par la petitesse de l'objet que vous observez, de la même façon que le télescope vous permet de surmonter la difficulté opposée par l'éloignement de l'objet, de la même façon que le radiotélescope vous permet de surmonter la difficulté qui tient au fait que nous ne sommes pas équipés physiologiquement, anatomiquement, pour percevoir les ondes radio que perçoivent les radiotélescopes. Et donc, cet instrument, il fonctionne à la fois comme moyen et comme obstacle. Il faut le savoir. Il y a des obstacles propres à tous les instruments qu'utilise la science. Et il existe même, d'ailleurs, des branches du savoir
qui s'intéresse directement à ces questions, comprendre quel type d'aberration, quel type de biais, quel type d'artefacts peuvent produire les appareils que nous utilisons pour observer. Si vous voulez, à un niveau un peu élémentaire, souvenez-vous de l'araignée géante dans la lunette astronomique du professeur Calice dans L'Étoile mystérieuse, dans l'album de Tintin. Et donc, dans le monde vécu, il n'y a et il n'y aura jamais que des apparences, ou si vous voulez, peut-être serait mieux dit, des perspectives. Et on retrouve ici l'inspiration phénoménologique. On retrouve exactement ici ce que disait Husserl. La science ne progresse pas vers la vérité, vers la connaissance, autrement que en séjournant dans les apparences et même en y demeurant. Elle ne les traverse pas. Elle ne les traverse pas comme on écarterait par exemple un rideau, un voile. Ça, c'est un très vieux mythe. L'expression est très ancienne qui dit écarter, soulever le voile d'Isis. Isis, cette divinité égyptienne, métaphore de la vérité, dont on soulève la jupe pour les regarder dessous. Alors ça, évidemment, c'est une image qui traîne avec elle tout un tas de présupposés sur lesquels je n'ai pas besoin de vous en dire très long, mais l'image de la vérité toute nue, la vérité toute nue, la vérité que veut contempler, qu'aspire à contempler celui qui entreprend le travail scientifique ou le travail de la philosophie. La vérité toute nue, dont vous savez d'ailleurs qu'elle se cache et qu'elle oppose à ce travail la pudeur qui lui interdit de dévoiler sa nudité. Je vous laisse évidemment méditer sur toutes les images, tous les thèmes, tous les présupposés, tous les préjugés dont cette métaphore est porteuse. Et pourtant, c'est un grand historien des sciences et un grand épistémologue et un physicien aussi qui s'appelait Pierre Duhem, qui écrivait dans un livre d'une grande importance dans l'histoire de l'épistémologie, qui s'appelle La théorie physique, qui écrivait sans doute au début du XXe siècle ou peut-être à la fin du XIXe, je ne sais plus exactement quelle est la date. Dans La théorie physique, il écrit ceci, expliquer, c'est dépouiller la réalité des apparences qui l'enveloppent comme des voiles, afin de voir cette réalité nue et face à face. Bon, c'est une métaphore qu'à la rigueur on pourrait valider sans même trop se soucier, on va dire, de tout ce qu'il y a d'images machistes derrière cette représentation, qu'on pourrait à la rigueur valider, mais avec la conscience évidemment que de voile, il n'y en a pas. Il n'y a jamais de voile, la réalité n'est pas voilée. Il y a un livre très, très intéressant, excellent d'ailleurs, un excellent livre, difficile, d'un très bon niveau, de Bernard d'Espagna, qui s'intitule Le réel voilé, qui est une réflexion sur la physique contemporaine. C'est un livre majeur qui a fait grand bruit à sa parution et qui continue d'être important. Bon, bien sûr, qui a tendance à vieillir un peu, comme le sont tous les livres qui traitent de l'état présent de la science. Mais ce livre de Bernard d'Espagna, Le réel voilé, est un livre dont le titre ne peut être compris qu'à condition qu'on dépasse immédiatement cette idée, cette image d'un voile qui couvrirait les apparences de voile. Je le disais, il n'y en a pas. Ce qui veut dire que la connaissance ne s'élabore, la vérité ne se découvre qu'en s'immergeant délibérément dans les apparences, parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre. S'immerger dans les apparences et explorer l'infini, parce qu'elle est littéralement infinie, parce que vous pouvez multiplier à l'infini les perspectives, les points de vue. Vous pouvez faire surgir à l'infini de nouvelles silhouettes, de nouvelles esquisses, en explorant l'infinie diversité du jeu des apparences, de la façon dont les apparences entrent en relation mutuellement. Ça veut dire que ce genre d'exploration suppose une longue, une patiente, une difficile série d'observations bien des fois répétées, combinées,
et répétées et combinées, non pas principalement dans le but de se confirmer, mais plutôt justement dans l'esprit du scientifique qui les met en œuvre, ces observations, dans l'intention de les faire se contredire, dans l'intention de faire naître dans une apparence, dans une silhouette, une objection aux conclusions qu'on avait précédemment tirées de la façon dont se présentait telle apparence ou telle silhouette. Une observation qui évidemment implique une attitude extrêmement active, parce que observer, ce n'est pas simplement ouvrir les yeux et rester passif devant le spectacle qui s'offre. Observer, c'est investiguer. Observer, c'est enquêter à la manière dont, par exemple, un policier, un juge, un magistrat va enquêter devant une scène de crime. Il ne reste pas là simplement à voir. Il voit, et c'est comme ça que fait le scientifique, avec un regard informé, un regard instruit, un regard expérimenté qui lui fait, qui guide son œil et qui le guide vers là où il faut, là où il importe de regarder. Comme disait Auguste Comte, pour être un bon observateur, il faut être un bon théoricien. Alors bien sûr, les toutes premières observations de la science sont passives. On ouvre d'abord les yeux devant le ciel étoilé, devant la course du soleil, devant le comportement, par exemple, des êtres vivants, des organismes. Mais très vite, il faut que cette observation passive, que cette observation qui n'est même pas encore une observation, qui est une simple vision, laisse la place à un travail méthodique. Vous savez, le verbe voir n'a pas pour rien donné lieu au mot vision, dont vous savez qu'il a aussi le sens dévalorisant, le sens dépréciatif, péjoratif de cette façon de voir dans laquelle on ne voit rien, parce qu'on est purement et simplement abusé par ce qui s'apparente pour beaucoup à des hallucinations. Alors, dès qu'on parvient à un certain niveau d'élaboration des observations, dès qu'on parvient à un certain niveau, je dirais, méthodologique dans la conduite des observations, il devient impossible de se passer en particulier de la mesure. Ça, c'est un problème sur lequel je reviendrai plus tard. On ne fait pas de science à partir d'un certain point sans mesurer, c'est-à-dire, évidemment, ensuite, sans faire une utilisation de ces mesures, une utilisation en particulier statistique, qui va impliquer une connaissance, une maîtrise de la science mathématique. Au-delà encore, il faut expérimenter. On ne peut plus se contenter d'observer, il faut continuer de s'enfoncer dans les apparences, mais ce ne sera jamais encore que d'autres apparences. Expérimenter, c'est-à-dire manipuler. D'ailleurs, lorsqu'un scientifique parle d'une expérimentation qu'il est en train de conduire, il a souvent recours à ce terme de manip. Voilà, il dit voilà, ma manip que je suis en train de faire, ben, elle marche bien ou au contraire, elle ne donne rien. Il faut manipuler, il faut transformer l'objet, il faut agir sur lui avec une idée préconçue pour ensuite tirer des conclusions de la manière dont il réagit aux transformations qu'on lui impose. Seulement, en astronomie, on ne manipule pas, on ne transforme pas. Les objets auxquels on s'intéresse sont beaucoup trop loin et ils sont beaucoup trop gros pour que nous puissions en quelque façon faire avec eux ce que nous faisons pour, par exemple, les organismes vivants ou les particules microscopiques. Et donc, en astronomie, on ne peut guère, pour explorer les apparences, pour s'immerger dans les apparences, on ne peut guère qu'attendre qu'une configuration particulière amène des circonstances telles qu'elles vous permettent de réfléchir sur un phénomène pour en tirer les conclusions qui s'imposent. C'est la raison particulière, par exemple, pour laquelle les éclipses de soleil sont un moment particulièrement privilégié pour l'observation du soleil, puisque c'est le moment où la Lune, occultant le disque solaire, rend plus visible la couronne solaire, qui est aussi un objet astronomique intéressant. Alors, de ces considérations et de cette conclusion générale qu'il est impossible jamais dans le monde de voir autre chose que des apparences, il ne faudrait surtout pas tirer la conclusion, mais alors certainement pas parvenir à
cette conclusion désespérante que puisqu'on ne voit jamais que des apparences, on ne connaît jamais rien. Ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Il ne faut pas du tout tirer de cette vérité indiscutable que toute vue sur le réel est toujours relatif. Il ne faudrait pas en tirer une conclusion relativiste qui signifierait que toute connaissance est relative. Alors, toute connaissance est en effet, jusqu'à un certain point, relative, au sens où la connaissance qu'élabore une époque, dans quelque science que ce soit, sur quelque objet que ce soit, est toujours relative aux moyens que cette époque met à la disposition de la science pour obtenir cette connaissance. Par exemple, il est certain que nous avons aujourd'hui, pour connaître l'origine de l'espèce humaine, nous avons des moyens pour nous retourner vers cette origine que notre époque met à notre disposition, qui n'existait absolument pas, par exemple, pour un paléontologue ou pour un préhistorien d'il y a encore, par exemple, un quart de siècle. Il y a 25 ans, certains instruments, par exemple, d'investigation physique, certains instruments de datation, certains instruments de compréhension, par exemple, des filiations génétiques n'existaient pas. Il n'y avait pas, par exemple, de décryptage du génome. Nous avons ces instruments et donc nous allons plus loin. Notre connaissance est relative à une époque, mais les vérités que nous produisons, elles, sont des vérités absolues. C'est-à-dire que nous savons des choses parce que, à force de nous immerger dans les apparences, de manipuler les apparences, de multiplier les silhouettes, nous pouvons parvenir à des certitudes sur les objets que nous traitons. C'est une conclusion à laquelle je tiens beaucoup. Le fait qu'on ne voit, qu'on ne perçoive jamais que des apparences ne signifie pas que la connaissance soit condamnée à une totale, à une absolue relativité, si j'ose dire. Dernier point, je me posais cette question, comment instruire maintenant? Comment instruire maintenant que nous savons cela? Revenons sur l'instruction astronomique. Alors, ce sera le paragraphe 3.5.3 et le dernier de cette partie, 3.5.3, que j'intitule « Comment instruire ». Le monde vécu, notre monde, celui où nous vivons, nous avons nos existences, est un monde, un kaléidoscope, un immense kaléidoscope d'apparence, de silhouettes, d'Abschattungen, d'esquisses donc, dont la science produit une description méthodique de façon à parvenir à la meilleure connaissance possible de la réalité dont ces apparences sont la manifestation en permanence diverses. Mais voyons comment il faut procéder sur un exemple très particulier. Je vais prendre cet exemple dans le troisième livre de ce livre de Rousseau, de cet immense livre, de ce superbe livre, Émile ou de l'éducation. Il s'agit de faire comprendre à Émile, un petit garçon qui doit avoir autour, peut-être, je ne sais plus exactement quel âge il a à ce moment-là, mais il doit peut-être une quinzaine d'années, entre 12 et 15 ans, il est à l'entrée de l'adolescence. Il s'agit de lui faire comprendre le phénomène de la réfraction de la lumière. Ce phénomène qui fait que quand vous êtes en barque et que vous regardez la rame immergée à moitié dans l'eau, si l'eau est assez claire, vous la voyez briser à l'endroit où elle pénètre de l'air dans l'eau. Voici comment le précepteur d'Émile va s'y prendre. Il ne fera pas au petit Émile une leçon, il ne fera pas une leçon au tableau noir en écrivant au tableau les lois de la réfraction découvertes simultanément par Zénélius et par Descartes. Ce serait la dernière chose à faire, en tout cas la première à faire si on voulait dégoûter le malheureux gosse de toute réflexion sur le monde physique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas faire paraître comme ça la science toute faite devant l'esprit d'Émile. Lisons le texte. La première fois qu'un enfant voit un bâton à moitié plongé dans l'eau, il voit un bâton brisé. La sensation est vraie. Et elle ne laisserait pas de l'être, elle continuerait de l'être, quand même nous ne saurions point la raison de cette apparence. Si, pour lui montrer son erreur, vous vous pressez de tirer le bâton hors de l'eau, vous le détromperez peut-être, mais que lui apprendrez-vous? Rien, que ce qu'il aurait bientôt appris de lui-même. Oh, que ce n'est pas là ce qu'il faut faire.
Il s'agit moins de lui apprendre une vérité que de lui montrer comment il faut s'y prendre pour découvrir toujours la vérité. C'est un peu, si vous voulez, le mot d'ordre qu'on entend beaucoup aujourd'hui, mais ici bien compris, alors qu'il est souvent compris complètement de travers. Vous savez, ce fameux mot d'ordre, il ne faudrait pas apprendre, il faut apprendre à apprendre. On va voir ce que ça veut dire quand cette idée est bien comprise, et non pas comprise dans l'esprit, si vous voulez, d'une méthode formelle qui pourrait servir à tout, sans qu'on n'ait jamais rien appris. Parce qu'ici, le petit Émile va apprendre vraiment quelque chose. Il s'agit moins de lui apprendre une vérité que de lui montrer comment il faut s'y prendre pour découvrir toujours la vérité. Pour mieux l'instruire, il ne faut pas le détromper si tôt. Comme le dit Rousseau toujours, l'éducation, c'est l'art de perdre du temps. Ce bâton qui trempe à moitié dans l'eau est fixé dans une situation perpendiculaire. Pour savoir s'il est brisé, comme il le paraît, que de choses n'avons-nous pas à faire avant de le tirer de l'eau ou avant d'y porter la main? Parce qu'évidemment, le toucher, quand il est immergé, c'est le moyen de vérifier qu'il n'est pas brisé. Oui, ça suppose simplement que vous ayez une excellente raison, une bonne raison, de préférer le témoignage du toucher au témoignage de la vue. Parce qu'il faut encore être en mesure de montrer que la vue est ici, le sens qui nous trompe, et le toucher, le sens qui nous dit la vérité. Non, on ne procédera pas comme ça, on ne touchera pas plus le bâton qu'on ne le sortira de l'eau. D'abord, nous tournons tout autour du bâton et nous voyons que la brisure tourne comme nous. Nous tournons autour du bassin dans lequel le bâton est immergé et nous voyons la partie immergée du bâton décrire un cône. Nous voyons le bâton tourner avec nous. C'est donc notre œil seul qui la change, qui change la brisure. C'est donc notre œil seul qui la change, et les regards ne remuent pas les corps. Deuxièmement, nous regardons bien la plombe sur le bout du bâton qui est hors de l'eau. Alors, le bâton n'est plus courbe. Le bout voisin de notre œil nous cache exactement l'autre bout. Notre œil a-t-il redressé le bâton? Ici, il faut bien comprendre, Rousseau invite, le précepteur plutôt, invite le petit Émile à placer son regard exactement dans l'axe du bâton émergé. Et qu'est-ce qui se passe? Le bâton n'est plus brisé, puisque le petit Émile ne voit plus que le profil du bâton, plus exactement de son profil, il voit la face du bâton qui plonge dans l'eau, mais il ne voit plus de brisure. Troisièmement, nous agitons la surface de l'eau. Nous voyons le bâton se plier en plusieurs pièces, se mouvoir en zigzag et suivre les ondulations de l'eau. Le mouvement que nous donnons à cette eau suffit-il pour briser, amollir et fondre ainsi le bâton? Quatrièmement, nous faisons écouler l'eau et nous voyons le bâton se redresser peu à peu, à mesure que l'eau baisse. N'en voilà-t-il pas plus qu'il ne faut pour éclaircir le fait et trouver la réfraction? Il n'est donc pas vrai que la vue nous trompe, puisque nous n'avons besoin que d'elle seule pour rectifier les erreurs que nous lui attribuons. Supposons l'enfant assez stupide pour ne pas sentir le résultat de ses expériences. C'est alors qu'il faut appeler le toucher au secours de la vue. Au lieu de tirer le bâton hors de l'eau, laissez-le dans sa situation et que l'enfant y passe la main d'un bout à l'autre. Il ne sortira point d'angle, le bâton n'est donc pas brisé. Là, vous avez, mais alors, réalisé à la perfection ce qu'on pourrait appeler une expérience phénoménologique. C'est une expérience husserlienne que nous fait faire ici Rousseau. Et c'est une expérience husserlienne qui nous permet de comprendre ce que signifie cette idée que nous n'avons et nous n'aurons jamais à faire dans le monde, dans ce monde dont nous considérons, dont nous étudions, dont nous examinons les objets, nous n'aurons jamais affaire qu'à des apparences de ces objets, qu'à des silhouettes, qu'à des esquisses de ces objets. C'est une expérience, je dirais, de philosophie phénoménologique, c'est en même temps une magnifique expérience pédagogique. C'est ça qu'on peut considérer comme une véritable leçon de choses. Une leçon de choses, ce n'est pas une leçon dans laquelle on met simplement l'enfant ou l'élève face à une chose pour lui montrer comment elle se comporte. C'est une leçon dans laquelle, évidemment,
l'enfant est constamment dirigé. J'aurai à reparler de cette notion de leçon chose très prochainement, mais nous voyons ce que signifie la stupidité et l'inanité de ce slogan pédagogique qui consiste à prétendre qu'il faudrait apprendre aux enfants à apprendre parce que ça les dispenserait d'apprendre quoi que ce soit à l'école. L'école doit en effet apprendre aux enfants à apprendre, non pas en délaissant le savoir, non pas en délaissant l'apprentissage des savoirs, comme c'est d'ailleurs exactement ce qui se passe aujourd'hui. S'il ne se passait que ça de terrifiant dans l'école aujourd'hui, ce ne serait peut-être même pas encore le pire. Mais passons là-dessus. Nous sommes devant actuellement, je le dis comme je le pense, nous sommes devant une entreprise systématique de destruction de tout ce qu'il y a, je dirais, de républicain dans l'école en France. Cela se produit sous les gouvernements, sous les ministères les plus divers depuis maintenant quelques décennies, et ça se produit aujourd'hui à vitesse, et quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui, à vitesse accélérée. Et l'abandon des savoirs est, je dirais, un aspect, mais seulement un aspect de cette destruction, je ne dis pas programmée, parce que je ne suis pas complotiste, encore que. Je vais finir sur le complotisme aujourd'hui. Je vais finir par une petite parenthèse sur le complotisme. Il ne faut pas être complotiste, évidemment. Je n'ai aucune sympathie pour les vidéos qui circulent sur Internet ou sur les réseaux sociaux qui tentent à nous démontrer que les attentats du 11 septembre étaient un coup monté par la CIA ou par les services secrets israéliens, puisque chacun sait qu'il n'y avait pas de juifs à l'intérieur des Twin Towers, toujours des attentats. Je n'ai aucune espèce de sympathie pour les croyances complotistes. Ça ne veut pas dire, probablement, il ne faut pas oublier deux choses. Des complots, il y en a. Il y en a. Il y a eu effectivement un complot pour peser, par exemple, depuis la Russie sur l'élection américaine au moment de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. C'est avéré, c'est certain. Là, il y a eu une organisation planifiée en vue de cela. Et il y en a eu d'autres à d'autres sujets, à d'autres moments. Par ailleurs, je n'aime pas le complotisme, mais il ne faudrait pas non plus que chaque fois qu'on remarque, chaque fois qu'on note, chaque fois qu'on observe un certain caractère systématique, un certain caractère cohérent entre un ensemble, je dirais par exemple de décisions, un ensemble de choix, un ensemble de mesures, il ne serait pas sain que chaque fois qu'on met l'accent sur ce caractère systématique ou cohérent, tout de suite, une voix s'écrie haut et fort, attention, complotisme. Il faut être vigilant à l'endroit du complotisme, il faut soupçonner le complotisme, mais il faut savoir aussi que quelquefois, les choses sont, je ne dirais pas forcément programmées, planifiées, mais elles sont quand même pensées à un certain niveau. Voilà, à un certain niveau, je répète, de cohérence. Bon, je ferme cette petite parenthèse. Je terminerai en tirant quelques conclusions générales de ce point la prochaine fois, ce qui fait que la leçon sera peut-être plus courte, ne serait-ce qu'afin de ne pas enchaîner dans une seule et même séance des parties différentes. Ensuite, là, il me faudra passer à la quatrième partie, la suivante, dans laquelle nous retrouverons, enfin pas tout de suite encore, parce que pas tout de suite, mais nous retrouverons rapidement les questions proprement astronomiques. Voilà. Je vous remercie. Donc, je vous dis à la prochaine fois pour la deuxième partie de cette séance du 2 février, dans laquelle je tirerai quelques conclusions. J'essaierai quand même de philosopher jusqu'au terme, je dirais, réglementaire des 45 minutes qui nous sont imparties. Je vous remercie. À très bientôt donc.